Deux chiffres suffisent à faire vaciller une certitude installée depuis des années. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats renverse l'idée d'un État affaibli et transforme une peine en service mesurable, réorganisant la souveraineté par des leviers internes. Que change vraiment ce basculement pour chacun? Et pourquoi Ibrahim Traoré apparaît-il comme l'axe discret de cette recomposition collective? Une nouvelle manière de tenir le territoire affleure déjà. Pour mesurer la portée de ce choc, la promesse de cette analyse est simple: distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui ressemble à un mécanisme reproductible. Pour le spectateur, l'enjeu est clair: séparer rupture durable et succès circonstanciel. L'objectif n'est pas d'admirer une prouesse administrative, mais d'examiner comment une décision brève, presque austère dans sa forme, déplace des équilibres que l'on croyait figés. En reconfigurant la relation entre justice, sécurité et société, cette réforme oblige à revoir les grilles de lecture habituelles appliquées au Burkina Faso. Ce déplacement dépasse l'appareil sécuritaire. Il touche la manière dont l'État se définit face à ses citoyens, y compris ceux qu'il punissait hier. La justice cesse d'être un simple instrument de sanction pour devenir un processus orienté vers un résultat collectif, donc exposé à l'échec comme à la preuve. Si l'expérience échoue, la confiance institutionnelle se fissure. Si elle tient, elle ouvre une brèche conceptuelle majeure. La question centrale devient alors incontournable: réforme isolée ou esquisse d'un modèle capable de reconfigurer des dépendances stratégiques régionales. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée sont repassées sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant, oblige à relire différemment la réforme portée par Ibrahim Traoré et à comprendre ce qu'elle change au-delà du symbole. Pendant des années, le Sahel a été décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique, interventions extérieures successives, promesses de stabilisation répétées et, en arrière-plan, des villages désertés, des routes abandonnées, une économie locale asphyxiée. La peur s'est installée comme une routine, vidant les marchés de leur fonction sociale et transformant la mobilité en risque permanent. Dans ce contexte, toute initiative nationale était perçue comme marginale, parfois même comme un geste de communication sans prise sur le réel. L'idée dominante restait celle d'un État sous contrainte, incapable de produire de l'ordre durable par ses propres moyens. La rupture commence lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle. Des décisions brèves, opérationnelles, conçues pour réduire les zones grises entre intention et exécution. La réforme pénitentiaire s'insère dans cette logique. Elle ne vise pas simplement à corriger un dysfonctionnement isolé, elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale mesurable. Ce n'est pas un geste moral, c'est un geste d'architecture. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Le basculement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit l'intérêt, mais aussi la méfiance. Comment un pays décrit comme affaibli parvient-il à produire un tel retournement sans soutien massif visible? La réponse ne tient pas dans un discours unique. Elle se loge dans une mécanique. La réforme agit d'abord sur les perceptions, puis s'inscrit dans les statistiques. Le 92% n'est pas une conclusion, c'est un signal. La question ouverte au départ trouve ici son premier ancrage concret. Si le signal est réel, quel prix exact l'État paye-t-il pour le maintenir? Les premiers signes tangibles de la réforme apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires où l'on mesure moins une idéologie qu'un déplacement social. À Koudougou, un agriculteur observe une unité mixte patrouiller à l'entrée du village. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à des altercations ou à de petites infractions. La reconnaissance ne déclenche ni colère ni célébration. Elle installe une attente silencieuse, presque prudente, comme si la communauté cherchait d'abord un indice de tenue. Un salut respectueux, simple et répété suffit à dissoudre une crainte accumulée pendant des années. Ce n'est pas l'émotion qui domine, mais l'évaluation, posture, discipline, constance. À Ouagadougou, dans un quartier populaire,
Une mère identifie son fils au sein d'une patrouille chargée de sécuriser le marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de miracle, ni de rachat. Elle dit seulement qu'un devoir a été rendu à la communauté. L'expression circule sans slogan, comme une manière spontanée de nommer ce qui se joue, une réintégration visible, jugée sur les comportements et non sur les discours. L'uniforme cesse d'être un symbole de contrainte, il devient un indicateur de responsabilité assumée. Ces micro-scènes fonctionnent comme des capteurs sociaux. Elles montrent comment la réforme transforme d'abord la perception collective avant de produire des résultats chiffrés. La discipline observée, la régularité des routines, la manière de tenir un périmètre modifie progressivement l'interprétation de la présence armée. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, et la peur recule sans déclaration officielle. La transformation gagne en crédibilité au moment où les villages constatent que la valeur d'un individu ne se définit plus par son passé, mais par sa capacité à tenir un engagement présent. Autrement dit, la confiance revient plus vite que l'État. Tout commence par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret de 12 lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin dans les bureaux du ministère de la Justice. Pas d'amnistie, pas de grâce collective, une réaffectation immédiate. La logique est nette, l'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré, mesurable. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées. Les catégories sont filtrées. 15 600 noms émergent d'un système longtemps saturé. L'annonce ne cherche pas à émouvoir, elle cherche à trancher. L'activation est volontairement rapide. À Koudougou, à Bobo-Dioulasso, à Ouagadougou, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique. Ils sont absorbés. Les chaînes disparaissent. Des engagements formels apparaissent. La transition est brutale, presque sèche, comme si l'État voulait éviter toute zone grise entre punition et service. Comme si la vitesse elle-même devait porter un message politique. Le pays change de rythme. Les observateurs prennent note. Les communautés retiennent leur souffle. Rien n'est présenté comme une victoire. Tout est présenté comme une opération. Quelques jours plus tard, le mouvement atteint son point de bascule. À Pau, dans un centre d'entraînement improvisé mais rigoureusement encadré, des milliers d'hommes se tiennent alignés. Soleil écrasant, consignes brèves, discipline sans concession. 10 km de course à l'aube, formation tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, il est de produire une rupture mentale. Les conseillers d'Ibrahim Traoré parlent d'un front de l'esprit. Formule discrète, non officialisée, mais révélatrice. Il s'agit de fabriquer une continuité intérieure, pas seulement une capacité de combat. La routine remplace l'improvisation. Le geste répété remplace la promesse. Le climax n'est pas spectaculaire. Il est méthodique. Un ancien statut pénitentiaire n'est ni effacé ni nié. Il est encapsulé dans une fonction nouvelle. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre. Les instructeurs ne demandent pas l'adhésion. Ils exigent l'exécution. Et cette exigence, répétée chaque jour, crée un effet inattendu. La contrainte devient lisible. Lisible pour ceux qui la subissent, lisible pour ceux qui l'observent, lisible pour les villages qui longtemps n'avaient vu que la fragmentation. Les répliques se propagent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les zones rurales, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir des prisons, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, des outils. Geste après geste, la société teste l'expérience sans la célébrer. La peur ne disparaît pas d'un coup, elle recule par petits retraits. Sur le plan opérationnel, un effet se dessine. Ces hommes connaissent les sentiers, les caches, les itinéraires informels utilisés par les groupes armés. Ce qui était perçu comme un passé compromettant devient un avantage tactique. Les patrouilles anticipent, contournent, réduisent l'imprévisibilité adverse. Les premiers retours, encore partiels, convergent, moins d'embuscades, davantage de routes sûres, une présence étatique plus continue. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé, elle devient une trajectoire.
Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'État ne parle plus d'une population à risque. Il parle d'une force intégrée. La mécanique est enclenchée, les doutes subsistent. Mais le mouvement, lui, semble irréversible. Avant la réforme, les attaques augmentaient et les zones rurales se vidaient. Après, les indicateurs s'inversent de manière cohérente. Ce passage d'une trajectoire dégradée à une dynamique mesurable constitue le premier test de crédibilité du dispositif attribué à Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas de proclamer une victoire, mais de regarder 3 deltas, limités, mais structurants, parce qu'ils se répondent au lieu de s'annuler. Pris séparément, chacun peut être discuté. Mis ensemble, ils dessinent une mécanique, sécuriser, relancer, stabiliser, et surtout rendre ses effets vérifiables sur le terrain. Le premier indicateur concerne la sécurité. Sur les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Cette baisse réduit l'initiative adverse et stabilise la mobilité locale. L'explication tient moins à un surcroît d'équipement qu'à un changement de maillage. Les unités mixtes occupent le terrain plus durablement, connaissent les itinéraires informels et réduisent l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades diminuent en un trimestre, signal d'un déplacement structurel plutôt que d'une accalmie ponctuelle. La topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées, moins d'angles morts, davantage de continuité. Quand la présence cesse d'être exceptionnelle, elle devient routinière. Et quand elle devient routinière, elle cesse d'être fragile, parce qu'elle s'inscrit dans des gestes répétés. Patrouille, contrôle, relais. La sécurité ne se définit plus comme une réponse à l'urgence, mais comme une capacité à tenir. Le deuxième indicateur touche à l'économie rurale. La production agricole du Nord progresse de 21% sur la période observée. Cette hausse réouvre les champs et sécurise la continuité des récoltes. Le mécanisme est simple. Une sécurité minimale permet l'exploitation continue des terres. Les champs abandonnés redeviennent accessibles, les canaux sont réparés, les moissons protégées. Des centaines d'hectares reviennent en culture, non par subvention extérieure, mais par stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation. Les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Ce redémarrage ne transforme pas instantanément l'économie nationale, mais il rompt une spirale de contraction entretenue par l'insécurité chronique. L'agriculture ne revient pas parce qu'on la proclame, elle revient parce que le risque recule. Le troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Le taux enregistré tombe à 0 parmi les détenus intégrés au dispositif. Ce résultat suggère une discipline collective fondée sur routine vérifiable. Ce chiffre suscite des réserves car il bouscule les attentes habituelles. Les critiques évoquent un effet de court terme, une sous-déclaration ou une observation trop récente. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture majeure de discipline n'est signalé dans la narration disponible. 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles, ce qui renforce l'idée d'un alignement institutionnel inédit, contrainte, responsabilité, utilité sociale. Ici, la justice ne se contente plus de punir, elle produit un effet observable. La lecture prudente consiste à reconnaître un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité. Ils attestent d'une capacité à produire de l'ordre là où dominait la fragmentation. Et c'est précisément ce passage du diagnostic au delta observable qui constitue le cœur de l'argument. Un état sous pression peut encore générer des résultats internes sans s'appuyer exclusivement sur des leviers extérieurs. La question désormais n'est plus « est-ce possible ?», mais « combien de temps cela tient-il et à quel coût institutionnel ?» 2 objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif, et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide, sans caricature. La première soutient qu'armer d'anciens détenus crée un risque intrinsèque pour la stabilité nationale. Une force issue des prisons pourrait, selon cette lecture, demeurer traversée par des loyautés fragiles, des tensions internes et une discipline seulement superficielle. Même contenu, l'indiscipline pourrait ressurgir sous stress opérationnel, et un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique. À cette inquiétude s'ajoute un point éthique.
Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité et pourrait altérer la légitimité du processus judiciaire. Autrement dit, le gain sécuritaire à court terme se paierait d'une fragilisation du contrat social à long terme. La seconde objection redoute une militarisation de la détresse sociale. Transformer la marginalité en ressource sécuritaire pourrait établir un précédent ambigu. L'État serait tenté d'utiliser la misère comme réservoir structurel au lieu de traiter ses causes. Des organisations civiles insistent sur le contre-coup possible. Si les résultats actuels s'avéraient temporaires, l'effondrement serait surtout psychologique, car la confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison. Le succès rapide augmenterait alors le coût de l'échec. Plus la promesse est visible, plus la chute devient traumatique. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser, ni à minimiser. Elle consiste à revenir aux faits observables déjà exposés. Dans le récit disponible, aucune désertion n'est signalée, aucun effondrement d'unité n'est enregistré, et les 3 deltas, baisse de 37% des attaques, hausse de 21% de la production agricole, récidive à zéro, ne prouvent pas une perfection, mais ils attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. La discipline n'est pas décrite comme un miracle. Elle apparaît comme une routine encadrée, répétée, vérifiable, exactement l'inverse d'une violence diffuse incontrôlée. Le point décisif tient à la posture institutionnelle attribuée à Ibrahim Traoré. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Cela ne supprime pas les risques. Cela change la méthode, reconnaître les craintes, puis vérifier si le terrain les confirme ou les invalide, étape après étape. À ce stade, les données disponibles n'annulent pas l'inquiétude, mais elles obligent à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire mécaniquement les schémas antérieurs. Un silence devient stratégique. Dans le Sahel, des signaux ténus apparaissent sans revendication claire. Des drones non identifiés survolent des zones reprises. Certaines fréquences sont brouillées dans le nord et des trajectoires aériennes semblent partir d'anciennes bases sans explication publique. Rien n'est confirmé, rien n'est formellement nié. Pourtant, ce vide d'interprétation agit comme un message. Au moment même où le terrain redevient lisible, quelque chose se recompose en dehors des récits habituels, comme si la stabilisation locale déplaçait aussi des intérêts invisibles. C'est dans cet interstice qu'Ibrahim Traoré infléchit la dynamique. Il ne répond ni par la dénonciation, ni par l'escalade verbale. Il choisit un redéploiement calme des unités dans les territoires reconquis. L'objectif n'est pas d'attaquer. L'objectif est de tenir. Tenir la continuité des routes, la régularité des patrouilles, la confiance fragile des villages qui rouvrent leurs marchés. La souveraineté cesse d'être un principe abstrait. Elle devient une infrastructure testée chaque jour par la constance plus que par le geste spectaculaire. Ce basculement change la question centrale. Il ne s'agit plus seulement de savoir si l'État peut reconquérir, mais si l'ordre local peut se stabiliser malgré des pressions implicites. La confrontation n'oppose plus uniquement soldats et groupes armés. Elle oppose deux lectures du Sahel, dépendance reconduite ou réinvention assumée. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers 4 groupes dont les intérêts, longtemps disjoints, commencent à se recouper. Ce croisement est décisif. Il transforme une décision administrative en architecture sociale, puis en signal stratégique. L'enjeu n'est plus seulement ce que la réforme produit, mais ce qu'elle réaligne. Et c'est précisément ce réalignement qui permet de comprendre pourquoi Ibrahim Traoré apparaît comme un axe. Non parce qu'il monopolise le récit, mais parce qu'il tient la cohérence entre des sphères habituellement séparées. Pour l'État d'abord, la reprise territoriale change la nature de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des fragments et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 axes commerciaux rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et rend possible un redéploiement. Moins de réactions, plus d'entretien. Elle modifie aussi la définition même de la souveraineté. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, celle-ci cesse d'être un discours et devient une capacité observable à maintenir des services sur un territoire continu. Circulation, approvisionnement,
Présence administrative. Le pouvoir ne se prouve pas par une déclaration, il se prouve par une routine qui tient. Pour les forces de sécurité, l'impact est opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières. Elles les complètent. Leur connaissance des itinéraires informels, des zones grises et des habitudes locales réduit l'imprévisibilité. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Cette normalisation modifie la psychologie des troupes. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable. La sécurité se stabilise parce qu'elle devient routinière. Et quand elle devient routinière, elle cesse d'être une exception fragile et commence à ressembler à une infrastructure. Pour les communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent les axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau. Dans les zones rurales, la sécurisation des champs et des canaux permet une reprise agricole continue. Des gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée. La relation entre civils et soldats évolue. L'uniforme n'incarne plus seulement la contrainte, il devient un indicateur de protection. Cette recomposition sociale n'efface pas les blessures passées, mais elle réduit la peur comme principe organisateur. Et ce déplacement, parce qu'il est vécu au quotidien, devient plus robuste que n'importe quel slogan. Pour les acteurs régionaux, enfin, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances, elles, restent prudentes. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle sans la qualifier. Ce silence traduit une gêne analytique. Si la stabilisation observée tient, elle crée un précédent régional difficile à ignorer parce qu'il déplace l'idée même de dépendance. Ces 4 lectures convergent vers un même point. La réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels, elle réaligne des intérêts qui évoluaient jusque-là en parallèle. L'État retrouve une capacité d'action. Les forces opèrent avec moins d'attrition. Les communautés réinvestissent l'espace public. Les voisins observent une alternative. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la cohérence devient le principal résultat. La question en suspens n'est donc plus celle de l'effet immédiat, mais celle de la trajectoire. Comment cette dynamique peut-elle évoluer dans les prochains mois ? À horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires se dessinent, chacune fondée sur des conditions observables plutôt que sur des projections abstraites. L'intérêt de ces scénarios n'est pas de prédire, mais de fournir un cadre de lecture, ce qui doit rester stable, ce qui peut s'amplifier et ce qui peut se fissurer. Dans cette logique, la réforme n'est pas jugée sur son audace initiale, mais sur sa capacité à traverser le temps sans perdre sa cohérence interne. Dans le scénario de base, la dynamique actuelle se prolonge sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables, les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale et les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières. Les gains agricoles observés se stabilisent sans nouvelle poussée, mais sans recul notable. La baisse des incursions armées se poursuit à un rythme modéré. L'État consolide ainsi des acquis fragiles, mais réels. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré inscrit la réforme dans une continuité administrative. Moins de discours, davantage de procédures et une évaluation régulière des écarts entre objectifs et résultats. Le pays devient un précédent discret, montrant qu'une stabilisation minimale peut être produite avec des ressources internes. Le scénario optimiste repose sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, ce qui renforce la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient, avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Le Burkina Faso glisse alors d'un statut d'expérimentation à celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable. Ce scénario suppose une constance politique, une logistique soutenable
et l'absence d'incidents majeurs, conditions nécessaires voient la crédibilité externe. Le scénario défavorable, enfin, ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fragiliser la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. La peur reviendrait plus vite que la violence. Les critiques internationales trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste, coûteuse à inverser, parce qu'elle refermerait la brèche ouverte par les résultats. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Ne pas confondre vitesse et solidité. Avancer par consolidation plutôt que par accumulation. Mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. Si la réforme tient, ce ne sera pas par son geste initial, mais par la constance de son exécution. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait pour devenir un miroir. Les images d'entraînement largement diffusées ne sont pas perçues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé. Des étudiants évoquent-ils l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sous contrainte et discipline. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle en retient la possibilité d'un recommencement structuré, ce qui modifie la manière de penser la responsabilité individuelle dans un pays marqué par des crises répétées. Dans les familles, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux attendent désormais lors des parades ou des permissions. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne s'efface pas, mais elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts spontanément, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discrets. La réconciliation ne passe pas par des discours officiels, mais par une accumulation de preuves quotidiennes, tenue, constance, absence de rupture, capacité à rendre un service visible à la communauté. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à la dépendance ou à l'instabilité chronique. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active, d'autres rappellent la fragilité de l'expérience et les risques éthiques. Mais tous reconnaissent un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal. Il démontre une capacité d'action, donc une possibilité de discussion. Cette lisibilité réduit l'impression d'impuissance qui souvent nourrit le cynisme. Ce qui touche réellement le spectateur n'est ni la statistique ni l'uniforme. C'est l'idée qu'un changement collectif peut être mesuré, visible, imparfait, mais assumé. La réforme parle moins de sécurité que de responsabilité partagée. Elle invite chacun à se demander jusqu'où une société peut aller lorsqu'elle choisit d'agir plutôt que de subir, et comment juger une expérience sans se réfugier dans la peur ou dans l'enthousiasme. La réforme change de nature au moment précis où elle cesse d'être improvisée et se transforme en doctrine opératoire. Ibrahim Traoré présente alors une feuille de route structurée autour de leviers simples, conçus pour stabiliser l'expérience et la rendre vérifiable. L'objectif n'est pas d'ajouter des couches, mais de sécuriser l'architecture, empêcher les dérives, standardiser les routines et maintenir la crédibilité acquise par les deltas observés. Dans un premier temps, dès les 3 premiers mois, l'objectif est d'instaurer une double tutelle défense-justice. Les ministères concernés définissent un cadre commun pour les centres de formation et les unités mixtes, critères d'entrée, règles disciplinaires, procédures de suivi. Pour vérifier que cela tient, on regarde conformité des centres, audit régulier, absence de rupture de commandement. Ensuite, sur la période de 3 à 6 mois, il s'agit d'uniformiser l'entraînement et la formation civique. Les instructeurs appliquent un tronc commun, routine physique, tactique et module civique. L'enjeu est d'éviter une intégration à géométrie variable selon les régions. Pour vérifier que cela tient, on regarde taux d'achèvement des modules, incidents disciplinaires signalés, stabilité des patrouilles. Dans le même horizon, de 3 à 9 mois,
il devient nécessaire de créer un dispositif de suivi individuel et collectif. L'administration pénitentiaire et l'armée mettent en place un registre de parcours. Affectation, performance, sanctions internes, retour d'expérience. Pour vérifier que cela tient, on regarde récidive, désertion, rupture majeure de discipline, suivi des sorties éventuelles du dispositif. À moyen terme, entre 6 et 12 mois, le cap consiste à consolider l'axe territorial. Les autorités locales identifient les zones reconquises à fort enjeu économique, routes, marchés, périmètres agricoles, et y stabilisent une présence régulière. Pour vérifier que cela tient, on regarde axes commerciaux rouverts, fréquence des marchés, baisse des embuscades, continuité des déplacements. Enfin, sur ce même horizon de 6 à 12 mois, l'enjeu est d'ouvrir une observation régionale encadrée. Des accords avec le Mali et le Niger organisent des visites techniques et des échanges de formation sans proclamation politique. Pour vérifier que cela tient, on regarde programmes conjoints, retour d'évaluation, comparabilité des indicateurs. À ce stade, la justice ne se contente plus de punir, elle produit des effets observables. La question n'est plus de savoir si la réforme est audacieuse, mais si sa méthode peut tenir dans le temps sans perdre sa cohérence. Lors du premier grand défilé à Ouagadougou, un écho des scènes observées dans les villages refait surface, mais à une autre échelle. Les Quimbi sans hommes avancent en rang serré, non plus dispersés par leur trajectoire passée, mais unifiés par une posture commune. Parmi eux, certains reproduisent le même salut simple aperçu à Koudougou, celui qui avait suffi à dissoudre la peur d'un agriculteur. Le geste, répété devant la foule, agit comme un rappel silencieux. La réforme ne nie pas le passé, elle exige une tenue nouvelle, tenue dans le temps. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste. Le message n'est pas spectaculaire. Il est lisible. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigence, discipline, régularité, utilité. Dans la foule, les réactions restent retenues, presque prudentes. Pourtant, quelque chose se déplace. La peur recule sans proclamation. La fatalité se fissure. L'idée d'un recommencement collectif cesse d'être théorique parce qu'elle devient visible, mesurée, incarnée. Une phrase circule sans être scandée. La valeur d'un individu se prouve dans l'engagement présent. Là se trouve le cœur émotionnel du dispositif. Transformer la cohérence en preuve et la preuve en confiance. Le Burkina Faso ne cherche pas à imposer un modèle ni à revendiquer une exception. Il expose une possibilité, une justice qui ne s'arrête pas à la sanction, une souveraineté qui se mesure dans les usages quotidiens et une société qui tente de transformer une vulnérabilité en levier d'action collective. Rien dans cette trajectoire n'est spectaculaire au sens classique. Tout repose sur des ajustements progressifs, des choix observables et une cohérence qui se construit dans le temps au prix d'une discipline constante. Pour l'observateur, l'enjeu n'est pas d'adhérer ou de rejeter. Il consiste à interroger ce que cette expérience révèle sur les marges de manœuvre d'un pays en crise et sur la manière de juger une réforme autrement que par ses intentions. Examiner les faits, confronter les lectures, questionner les limites sans nier les déplacements réels. C'est déjà participer au débat qu'elle ouvre. Si cette analyse vous a été utile, quelle dimension souhaitez-vous approfondir ? L'éthique, l'efficacité ou la durabilité du modèle ?